Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025. 24 jours pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mosé Laurent Désiré. Compatriotes, peuple congolais, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2025, une journée où nous célébrons la 24e anniversaire de la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, celui qui est le 3e président de notre pays. Chers compatriotes, nous retenons beaucoup de choses de Mosé Laurent Désiré Kabila en tant que patriote, en tant qu'un citoyen digne qui a aimé tant son pays, mais aussi qui l'a défendu dans des circonstances aussi compliquées. Chers compatriotes, pour la petite histoire, en 1965, lorsque le président Mobutu fait son coup d'État, en 1967, il change la constitution. En 1971, il change le nom du pays et beaucoup de choses ont changé de manière radicale au niveau de notre pays. Notre pays est devenu les Zaïre et la zaïnisation nous a encore ramené à revivre la dictature que nous avons tous refusée. Mais après tant de cris de souffrance, le peuple de Dieu, comme il criait toujours à un sauveur pour le sauver, Mosé Laurent Désiré Kabila est venu pour sauver notre pays, pour nous libérer de cette jungle de servitude de 32 ans de pouvoir sans partage du président Mobutu. Chers compatriotes, la leçon que nous allons retenir ici, c'est que c'est M. Mosé Laurent Désiré Kabila, que nous voyons les images circuler par-ci par-là, comme c'est son jour d'anniversaire de sa mort, c'est quelqu'un qui a eu du courage en fait. Il a eu du courage, mais aussi il avait des valeurs. Non seulement parce qu'il aimait son pays, mais c'est parce qu'il a inculqué en nous une vision de l'autoprise en charge, l'autosuffisance alimentaire avec des projets comme le service national. Mais aussi, pendant son règne, le Congo était sous l'embargo, mais il a su assumer les responsabilités qui étaient les siennes en tant que chef de l'État pour faire face à des situations, des cas de force majeure. Car cela ne tienne, nous avons tous retenu de lui la phrase légendaire « Ne jamais trahir le Congo ». Aujourd'hui, à travers ce direct que je vous fais remarquer que « Ne jamais trahir le Congo » qui devrait être le cheval de bataille de tous les animateurs des institutions, que toutes les personnes qui occupent de grands postes au niveau du pays, tous ceux qui ont la possibilité de servir la nation en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, en tant que mandataire, ou en tant qu'animateur des institutions, ou élu du peuple, ou autre. Mais malheureusement, n'est jamais trahi le Congo et resté mort dans le cercueil du fait président Mosé Laurent Désiré Kabila. La nation congolaise, depuis son existence, a toujours été confrontée à des situations difficiles et compliquées. Quand vous revoyez l'histoire de nos ancêtres en Banja-Congo, ce n'était pas vraiment un fleuve tranquille. Mais nos ancêtres ont relevé les défis. Ils ont pu faire face à des multiples attaques, des multiples complots auxquels ils ont réussi à rester unis, mais aussi à ne pas trahir le Congo. Malheureusement, quelques traîtres ne manquent jamais. Nous savons tous que notre royaume a été défait. Il a été occupé. La même chose revient encore aujourd'hui. Nous étions en dictature de Mobutu. On a eu un vaillant citoyen digne de soi pour nous apporter le bonheur tant attendu. Malheureusement, les ennemis du peuple l'ont tué. Et nous sommes retournés encore sur le même sujet qui nous faisait pleurer pendant 32 ans. Tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, après la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, devrait être une leçon pour nous, pour notre pays, de comprendre d'où nous venons et qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Mosé, quand il dit « ne jamais trahir le Congo », je crois que tout le monde comprend facilement que pour ne jamais trahir le Congo, il faut privilégier l'intérêt du peuple. Il faut que les richesses nationales soient redistribuées de manière équitable. Il faut que le gestionnaire des institutions, les animateurs, les dirigeants appliquent la bonne gouvernance, l'état de droit en bref. Mais aussi les valeurs républicaines qui sont les nôtres, reconnues dans notre loi fondamentale, celle de justice, la paix et le travail, devaient être le cheval de bataille de tout le monde. Chose qui n'est pas la réalité aujourd'hui, parce qu'il y a quelques individus qui ont choisi encore de faire reculer le Congo en arrière. Il y a des individus qui ont choisi de trahir le Congo.
certainement, certes pour d'autres personnes, ils ne prennent pas conscience des dangers qu'ils font courir les pays lorsqu'ils privilégient des intérêts personnels. Par là ainsi, je parle du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui j'ai toujours appelé comme les sentinelles de la République démocratique du Congo. C'est lui qui devrait veiller sur les âmes de 110 millions de Congolais, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a trahi son serment, il a trahi la nation, il a trahi tout le monde, le peuple. Les peuples croupissent dans la misère, le président et sa famille politique, l'union sacrée, les ministres, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, tous ces conglomérats des gens qui ont pris la nation en otage, ils vivent dans l'opulence. Ils sont contents comme ça. Et en plus d'être contents de piller la République, mais ils veulent pérenniser les pillages. En dehors de pérenniser les pillages, ils sont en train de détruire toutes les valeurs de la République. Chers compatriotes, peuple congolais. Cette journée, c'est une journée de mémoire. Pourquoi une journée de mémoire? C'est parce que c'est une journée où on a tiré notre rêve. Le rêve de notre nation, c'est celui qui était de devenir une nation prospère, une nation épanouie, une nation unie, une nation prospère. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Apparemment, le projet de développement de notre pays est dans les oubliettes, considérant les avis et considérations des animateurs des institutions d'aujourd'hui, à l'occurrence de M. Félix Tshisekedi, qui a choisi d'être en rébellion avec la Constitution et les lois de la République. C'est lui qui est décidé et déterminé de défier les pactes sociaux du peuple congolais à travers sa Constitution. Chers compatriotes, ne jamais trahir le Congo doit rappeler tout citoyen le devoir qui est le sien d'agir aussi vite. Parce que la Constitution nous impose une obligation. Lisez l'article 64 à son alinéa 1 qui dispose que tout Congolais a le devoir de mettre hors état de nuire un Congolais ou un groupe de Congolais qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi a rempli toutes les conditions pour être décidé. Je veux que mon pays soit totalement libre et, en tout cas, un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués. Au souverain primaire d'abord. Mais Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message auprès de la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés, pris séparément. Sans oublier de personnalités mondiales de premier rang, comme le souverain pontife. Mais sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur, et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile. On continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Il y a 11 ans, le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Il y a 11 ans, un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Et il y a 11 ans enfin, le peuple avait décidé de briser son silence pour pleurer son soldat. De chefs d'État, de personnalités de tous ordres, aux côtés du peuple pour rendre les derniers hommages à celui qui vient de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Yerodia, l'un de ses vieux compagnons de lutte, semble l'avoir compris. Vous regardez que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que
Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Lumumba avait commencé. 10 ans après, les idéaux de Laurent Désiré Kabila qui prenaient la prise en charge des Congolais par eux-mêmes ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de Jamais vous pouvez imaginer avant. Et la justice, nous avons plusieurs. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Pour comprendre la le gestion temps de de faire son travail. Parce que, attention, on a affaire à quand il parle parfois des placards. chefs de Tshisekedi famille, nous a dit on va ouvrir les des placards gens pour vous montrer que ce pays a été détruit, on ne peut pas il a la été jeter en trahi, pâture il a dans été les pillé, casseroles. Là. il a là, été c'est saccagé déterminé. par Vous ses avez vu propres enfants. le ministre qui est Chers là, compatriotes. il a cette mission. Si vous voulez comprendre c'est quoi les placards, pour une brève explication, les placards, c'est cet endroit-là qu'on est en train de garder tous les dossiers macabres qui ruinent notre société. Les détournements à outrance, la mégestion, les tâtonnements, l'incompétence notoire du président de la République, M. Félix Tshisekedi, les vols, la tricherie, les colonats, la pauvreté, la souffrance, manque de vision, manque de cohésion, le tribalisme d'État, tout ce que vous connaissez comme mots qui ruinent notre société. Pourquoi ça se trouve dans les placards? Mais c'est parce que lorsqu'il y a des abus qui sont commis, il faut que la justice puisse les sanctionner. Si la justice ne les sanctionne pas, ça reste dans les placards. Chers compatriotes peuple congolais, si vous ouvrez les placards, vous y trouverez l'argent des rames. C'est 1,7 milliard volé dans les poches de tous les Congolais par M. Félix Tshisekedi, géré par lui à la présidence de la République. Si vous ouvrez les placards, vous trouverez l'argent de 400 millions débloqué par Nicolas Kazadi en mode d'urgence, où justice n'a jamais été faite. Et d'ailleurs, le président de la République nous dit qu'on ne peut pas toucher Nicolas Kazadi. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie des immunités tribales. Quand vous ouvrez les placards, vous trouverez aussi 1,350 milliard pour la construction du port en eau profonde, où la première pierre a été posée le 31 janvier 2022 et que rien n'a été fait jusqu'ici. Ouvrez les placards et vous trouverez encore 1,2 milliard de dollars américains, l'argent destiné à offrir les Congolais les cartes d'identité. Enfin, ouvrez les placards, vous trouverez le projet de 100 jours, 700 millions de dollars américains, détourné par M. Félix Tshisekedi, ensemble avec son copain, M. Vital Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ouvrez les placards, vous trouverez 124 millions de dollars américains, débloqués pour la construction de route Kananga-Kalambambouji. Ouvrez les placards, vous trouverez plus de 260 millions de dollars débloqués, plus de 4 fois, pour la construction, la réhabilitation et l'équipement de la MIBA. Ouvrez les placards, chers compatriotes, vous y trouverez beaucoup de choses très très macabres, dont le pays est en train de garder dans les placards. Pourquoi ça se trouve dans les placards? Mais c'est parce que ce sont des dossiers sombres. Ce sont des dossiers sombres qui caractérisent la gestion, la mégestion, la mauvaise gouvernance, la tricherie, les détournements de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers compatriotes du peuple congolais, moyennant quelques exemples ici, je crois certainement que tout le monde a conscience de comprendre réellement qui a détruit les pays, qui est en train de détruire les pays. Mais M. Félix Tshisekedi, qui est au sommet de notre pays, n'a pas la vision éclairée pour mener à bon port la mission de développer ces pays. Il n'a pas le sens de l'organisation et le fonctionnement de l'État. Il n'a pas le respect à notre Constitution et aux lois de la République. Il n'a pas le respect de la parole. Il n'a pas le respect de ses engagements. Il n'a pas le sens des normes d'État. Il applique des politiques de la rue. C'est lui de tromper toujours le peuple. Il a fait 6 ans au pouvoir avec 12 500 promesses et 0 réalisation. Au moment où le pays est occupé, le président nous ramène encore un projet personnel pour ses intérêts privés. C'est le changement de la Constitution. Mais pourquoi il veut changer la Constitution? C'est parce qu'il a peur. Mais ce Tshisekedi a peur de ses échecs, du fait qu'il va perdre le pouvoir. Il sera immédiatement arrêté, poursuivi et condamné et exécuté pour haute trahison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la justice a failli à son devoir de poursuivre en justice M. Félix Tshisekedi, celui qui a déjà trahi le pays. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a plusieurs dossiers dans les placards, dont vous pouvez, entre autres, fouiller, vous trouverez que M. Félix Tshisekedi, il fait entrer sciemment la RDC
dans la communauté est-africaine, où il y a une charte qui dispose que la RDC, pour quitter, devrait céder une partie de son territoire. Et M. Tshisekedi vient vous tromper, non, d'ailleurs l'article 17 de votre constitution, on nous a dit de céder nos terres. C'est incroyable. En dehors d'être quelqu'un de rigolo, quelqu'un qui a la mégestion, quelqu'un qui est incompétent, il est aussi menteur. Chers compatriotes, mieux vaut avoir quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas sage, mais qui avoue ne pas être sage ou intelligent, qui accepte, chers compatriotes, peuple congolais, mieux vaut avoir quelqu'un qui accepte ses défauts. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui a des insuffisances, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas d'expérience, qui accepte ainsi. Et qui accepte les conseils de tous les citoyens pour faire avancer le pays. Parce que le pays, il n'appartient pas à une seule personne, à un seul individu qui peut faire tout ce qu'il veut, comme l'a déclaré M. Félix Tshisekedi. Notre pays, la République démocratique du Congo, pour la petite rappel, il a une histoire. Ce pays a accédé à l'indépendance en 1960 de manière démocratique. Le premier changement de régime va être opéré de manière antidémocratique. Ce qui était pour cause, c'est parce que M. Kasavubu n'avait pas organisé des élections le 30 juin 1965, ce qui était la fin de son mandat. Il a glissé, 5 mois après son glissement, le général Mobutu lui fait un coup d'État. Peuple congolais, chers compatriotes, nous connaissons, après la prise de pouvoir de Mobutu, lui aussi va diriger les Zaïre à l'époque de main de fer, sans partage, ni foi ni loi. Ce qui va lui coûter aussi un coup d'État militaire. Mais M. Félix Tshisekedi doit se rappeler toujours que lui, il a accédé au pouvoir par des élections, par une tricherie. Pour une première fois, notre pays a célébré une alternance où on a un président entrant et un président sortant. Mais il n'y a pas capitalisé cet acquis. M. Félix Tshisekedi a décidé encore de faire reculer le pays en arrière. Voilà, quand je dis ne pas trahir le Congo, vous allez suivre le documentaire de Mosé. Vous verrez que pendant tout son temps, pendant son cavale à l'étranger, il a coopéré qu'avec nos ennemis pour faire tomber Mobutu. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il est Congolais. Le sang congolais qui coule en lui a réclamé. Et quand ce sang-là a réclamé, il s'est enfin ressaisir et dire « ne jamais trahir le Congo ». Je crois la leçon qu'il faut pour M. Félix Tshisekedi, puisque les 6 ans que tu as fait à la tête du pays n'ont rien apporté. Si vraiment tu aimes ce pays, le mieux serait que tu démissionnes. Que tu démissionnes pour permettre à la République d'avoir des moyens suffisants, à la République d'avoir la personne qui a des qualités, des compétences qu'il faut pour défendre ce pays qui est aujourd'hui attaqué de tous bords. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que nous avons un lâche au sommet de l'État. Nous avons un faible, un impuissant, un perroquet, un bouffon. Quelqu'un qui dit autre chose le matin, il change le soir, chers compatriotes. Les devoirs nous incombent, nous les citoyens congolais. Si nous n'appliquons pas l'article 64 pour destituer M. Félix Tshisekedi, c'est que nous n'aimons pas notre pays. C'est que nous avons choisi de les trahir. L'article 64, à son alinéa 1, ne nous donne pas les techniques avec lesquelles nous devons faire échec à ces groupes d'individus de l'Union sacrée, ensemble avec son chef, l'autorité morale, M. Félix Tshisekedi, qui ont pris le pays en otage. C'est à nous d'avoir une idée sur ce que nous devons mettre en place pour matérialiser notre vision. Cela fait plus de 22 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, aux mains de ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila était le chef de rébellion qui a renversé le président Mobutu du Zaïre en 1997 et restauré le nom du pays. Ce que beaucoup ne savent pas à son sujet, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil, qu'il s'est engagé dans le commerce illégal d'or et de diamants, ainsi que dans des plans sauvages pour renverser la dictature de Mobutu, son prédécesseur immédiat. Laurent Kabila a brièvement recruté Che Guevara en 1965, ainsi que les armées ougandaises et rwandaises, qui ont contribué à l'amener au pouvoir en 1997. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Laurent Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo qui a été assassiné par ses enfants soldats.
Laurent Désiré Kabila est né dans la province de Katanga, une partie de ce qui était alors le Congo belge. C'était en 1939. Il termina ses études au lycée d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en RDC, puis étudia la philosophie politique dans une université française. On dit également que Kabila a fréquenté l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. En 1960, alors qu'il avait 21 ans, Kabila est devenu un chef de file des mouvements politiques alliés au premier ministre du Congo indépendant, Patrice Lumumba. À l'aune de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique, le jeune Kabila était l'un des jeunes hommes brillants qui était peut-être devenu une star de la politique de son pays à l'époque. Pourtant, après l'intervention des Nations Unies et l'assassinat de Patrice Lumumba, l'armée a chassé Kabila et d'autres sympathisants dans la brousse où ils ont formé une force de guérilla. Ces jeunes Congolais ont alors formé une rébellion soutenue à la fois par les Chinois et les Russes et par une demi-douzaine d'autres pays africains. La rébellion de ce groupe de combattants a attiré l'attention des États-Unis. Les États-Unis paniquaient à propos d'éventuelles influences soviétiques dans l'Afrique indépendante. Les Américains recrutèrent des officiers belges et des mercenaires. Forcés de battre en retraite, Kabila et ses amis se sont tournés vers les Cubains et Che Guevara pour obtenir de l'aide. Alors, Che Guevara et son équipe sont arrivés à la frontière entre la Tanzanie et le Congo avec un petit contingent de guérilleros. C'était en avril 1965. Cependant, dans son journal publié en 1999, Che Guevara note le manque d'implication de Laurent Désiré Kabila dans le parti et le manque général d'organisation du groupe. Che Guevara a jugé Kabila, qui avait 26 ans à l'époque, comme n'étant pas l'homme de l'air et que Kabila était trop distrait. Cela, de l'avis de Che Guevara, expliquait que Kabila se présente parfois avec des jours de retard pour fournir des fournitures, de l'aide ou des renforts aux hommes de Che Guevara. La révolte de la rébellion de Kabila a été réprimée en 1965 par l'armée congolaise avec le soutien des États-Unis. Mobutu a pris le contrôle de la nation en 1965, a établi une dictature et en 1971 a renommé le pays Zaïre. En 1967, Kabila a fondé le Parti révolutionnaire du peuple, luttant pour établir un territoire marxiste autosuffisant dans la partie orientale du Zaïre. Ce groupe s'est taillé une enclave sur le lac Tanganyika, dans la lointaine province du Kivu. Là, les rebelles de Kabila se sont soutenus en tuant des éléphants, en faisant le commerce de l'ivoire ainsi qu'en extrayant de l'or. Ils ont également reçu une aide et un financement occasionné de la Chine et de Cuba. Les rebelles de Laurent Désiré Kabila ont également acquis une notoriété internationale en 1975 lorsqu'ils ont enlevé des étudiants américains et un chercheur néerlandais contre la rançon. Mobutu, qui contrôlait désormais fermement le pays, a ordonné à ses troupes d'entrer dans la région et ils ont réussi à réprimer les forces de Kabila qui n'avaient d'autre choix que de se réinstaller en Tanzanie où elles se sont regroupées. Pour le soudage. Vous devez acheter ce lait de soudage laser pratique. Car vous n'avez besoin de connaître des compétences en soudage. Dans les années 1970, Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie, après des années à diriger le mouvement rebelle infructueux au Congo. À cette époque, Laurent Désiré Kabila était un homme recherché qui vivait discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie. Pendant leur séjour en Tanzanie, les membres de la famille de Kabila ont utilisé des noms d'emprunt et ont dirigé plusieurs petites entreprises, bars, restaurants et des marchés. La famille a été protégée par le gouvernement tanzanien et a déménagé de maison en maison dans les quartiers aisés de la ville pour échapper à la détection par les agents de renseignement de Mobutu. En 1979, lorsque les exilés ougandais soutenus par la Tanzanie décidèrent de renverser Idi Amin Dada, Kabila fut incorporé par les troupes tanzaniennes parmi plusieurs groupes armés pour acquérir une expérience de première main de la guerre moderne.
Kabila est devenu proche du groupe de Yoweri Museveni jusqu'à ce qu'il se rende dans la brousse en 1980. Lors de la première rencontre entre Kabila et Museveni, Kabila aurait demandé des armes afin d'attaquer Mobutu, mais a reçu une condition qui était de ne pas opérer à la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Malheureusement pour Kabila, l'accord sur les armes a échoué, mais Museveni a donné à Kabila une modeste contribution financière et l'a mis en contact avec la Libye pour voir s'il pouvait aider de quelque manière que ce soit sans impliquer l'Ouganda. Pendant ce temps, en Tanzanie, Kabila aurait une brouille avec le président tanzanien de l'époque, Julius Nyerere, en raison de leur désaccord sur le mode de vie de Kabila. Nyerere a critiqué Kabila pour avoir été trop autocratique dans son mouvement de guérilla et trop impliqué dans des activités commerciales illicites. Ce qui par la suite conduit Kabila à être coupé des contacts avec les services de sécurité tanzaniens. À l'époque, en 1985, alors que Kabila vivait à Dar es Salaam, il avait été impliqué dans la contrebande d'or et de diamants, ainsi que de bois sur le lac Tanganyika. Après tout cela, Kabila a disparu de la vue publique. Pendant 15 années suivantes, il n'a réapparu qu'en 1994. Kabila n'a fait surface qu'en 1994, lorsque le Front patriotique rwandais, le FPR, a pris le pouvoir au Rwanda. Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté Kabila au vice-président rwandais de l'époque, Paul Kagame, qui a eu un conflit aigu avec le président Mobutu à propos des réfugiés rwandais à la frontière rwando-congolaise, qui étaient retenus en otage par des milices inter-Rwanda au Congo et des miliciens Hutu qui avaient mené le génocide au Rwanda, ainsi que des éléments de l'ancienne armée rwandaise et l'ancien gouvernement rwandais. La présence des inter-Rwanda au Congo, ainsi que le soutien continu de Mobutu à ses anciens alliés Hutu, ont semé les germes d'une grande partie des bouleversements à venir et de la propre chute du dirigeant zaïrois. Les inter-Rwandais et d'anciens responsables du gouvernement rwandais ont utilisé les camps de réfugiés au Congo comme base pour lancer des attaques contre le nouveau gouvernement au Rwanda. En 1996, le Rwanda a décidé qu'il ne pouvait plus tolérer les camps de réfugiés. Les Tutsis du Sud, Kivu, appelés Banyamulenge, ont organisé un soulèvement à l'été 1996 contre le gouvernement de Mobutu. C'était avec le soutien du gouvernement rwandais. Dans la seconde moitié de 1996, l'alliance des Banyamulenge, des rebelles de Kabila, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est formée pour renverser Mobutu. Voici donc les raisons pour lesquelles les différents pays et les différents groupes ont soutenu Kabila. L'Ouganda l'a apparemment soutenu comme moyen d'éliminer les groupes d'opposition ougandais à la frontière congo-zaïroise et peut-être aussi pour punir Mobutu. Et dans le cas du Rwanda, comme je l'ai dit plus tôt, il souhaitait éliminer les forces réfugiées Hutu au Congo-Zaïre et peut-être pour punir Mobutu. Le gouvernement angolais était motivé par le souhait de punir Mobutu ainsi que de porter un coup à ses opposants qui étaient les groupes séparatistes ainsi que l'unité de Jonas Savimbi. La coalition a choisi Kabila comme porte-parole, probablement en partie parce qu'il était le plus âgé parmi les fondateurs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Initialement, la direction de l'AFDL était censée être collégiale, Kabila n'étant que le porte-parole. Mais lorsqu'il a commencé à se faire appeler président de l'Alliance, d'autres dirigeants se seraient opposés, en particulier le général André Kisase Ngwadou. Malheureusement pour Kisase Ngwadou, Kabila s'est senti menacé pour lui et a ainsi consolidé sa base de pouvoir en organisant l'assassinat de Kisase Ngwadou. On dit que cet assassinat a déplu au Kadogo, les enfants soldats du Congo. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont assassiné Kabila en 2001. Pendant ce temps, avec la fin de la guerre froide dans les années 1990, Mobutu avait perdu une grande partie de son soutien financier occidental. Marginalisé par le nouveau système multipartite au Zaïre, ainsi que par des problèmes de santé, Mobutu a finalement cédé le contrôle du gouvernement en mai 1997 à Laurent Kabila et ses forces. Mobutu mourut en exil peu de temps après.
Lorsque les forces de l'AFDL ont pris le contrôle de Kinshasa, le 17 mai 1997, elles ont d'abord été accueillies avec un accueil enthousiaste. Kabila a ensuite prêté serment en tant que président de la nouvelle République démocratique du Congo le 31 mai 1997 et a officiellement commencé son mandat de président. Se sentant menacé au cours de sa présidence, Kabila a suspendu la constitution et changé le nom du pays en République démocratique du Congo. Certains le voyaient comme une nouvelle race de leadership, tandis que d'autres le voyaient comme une continuation de l'autoritarisme et la corruption qu'il était censé remplacer. Kabila n'a pas permis aux gens de former les partis politiques qu'il voulait former. Et les élections qu'il avait promises pour avril 1999 sont devenues un rêve lointain. Kabila a conservé le pouvoir de jeter en prison ceux qui osaient exiger qu'il tienne ses promesses. Il a utilisé ce pouvoir très souvent. Il a également placé son principal adversaire, Étienne Tshisekedi, en résidence surveillée. Cependant, en 1998, Kabila a autorisé une assemblée législative. Pendant cette période de libéralisation politique, ses opposants ont continué d'être arrêtés. Il n'est donc pas surprenant qu'en août 1998, certains des groupes de l'Est du Congo qui ont aidé à placer Kabila au pouvoir ont commencé à s'opposer à lui et ont commencé une rébellion contre son gouvernement, l'accusant de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris à grande échelle. De plus, ses anciens alliés nationaux, l'Ouganda et le Rwanda, ont commencé à soutenir ces rebelles. Cependant, Kabila a trouvé de nouveaux alliés en Angola, au Zimbabwe et en Namibie, qui ont tous envoyé des troupes au Congo afin de soutenir la répression de Kabila. Tout cela a été la genèse de la Seconde Guerre du Congo, qui a dévasté le pays et dont les effets se font encore sentir dans toute la RDC. À la désobéissance civile. Que le peuple puisse désobéir, mais comment? Refuser de payer les impôts, refuser de payer les taxes, refuser de payer les transports lorsque vous montez dans le bus de Transco, refuser de payer les tickets au marché, refuser de payer le péage lorsque vous êtes dans les postes de péage. Les routes qui sont les vôtres, ça a été construit par votre argent. Les bus de Transco, ça a été acheté par votre argent. Refuser de payer les factures de SNEL. Le SNEL a été construit avec l'argent des Congolais. Refuser de payer la régie des eaux. Quand vous lisez l'article 48 de notre Constitution, qui dispose que l'État a le devoir de vous donner les logements, l'électricité et de l'eau, il n'est pas de votre devoir de payer. C'est à l'État de payer tout ça. Sinon, posez-vous les questions, tout l'argent que l'État recouvre, avec tous les minéraux qui sont exploités dans notre pays, avec tous les impôts que l'État récolte, qu'est-ce qu'il en fait? Puisque les routes ne sont pas construites, puisqu'on ne vous donne pas de l'eau, on ne vous donne pas d'électricité, on ne vous donne pas une éducation de qualité, on ne vous donne pas la santé. Vous avez déjà des conditions qui sont tout à fait regrettables. Ce sont des conditions animales, comme si vous ne vivez pas comme des humains au Congo. Vous devez décider ensemble avec moi d'appliquer ces règles. C'est le seul moyen de sauver la patrie. La désobéissance civile. Pas d'impôts, pas de taxes, pas de SNEL, pas de régie des eaux, pas de péages, pas de tickets de marché, pas de tickets de Transco. Résistez. Parce qu'il vous appartient à vous de décider. C'est vous le peuple primaire. C'est vous les souverains. C'est vous qui êtes l'émanation du pouvoir. Quand on est l'émanation du pouvoir, on doit aussi l'éprouver. Alors il faut exercer ce pouvoir. Ne pas payer les impôts, mais ça va servir à quoi exactement? Ça va servir à bloquer le gouvernement de cet incompétent et tous les médiocres qui sont ensemble avec lui. Parce qu'à chaque fois que vous payez les taxes, les impôts, la SNEL, la régie des eaux, cet argent ne sert pas à entretenir vos routes ou à résoudre les problèmes de notre société. Cet argent sert à enrichir M. Tshisekedi et toute sa bande. Sinon, vous allez nous dire, mais comment? Non, le pays n'a pas de moyens. Mais attends, si le pays n'a pas de moyens pour payer les enseignants, où Tshisekedi trouve l'argent pour faire des voyages, des promenades, des inutiles dans le monde entier? Vous imaginez que ce monsieur a sillonné le monde entier avec 1250 voyages pendant 6 ans. Vous imaginez? Alors que Bounagana est toujours occupé depuis 4 ans. Il n'y a aucune solution adéquate. Notre pays est en danger. Et le danger, c'est M. Tshisekedi. Le danger, c'est celui qui a occupé les palais de la nation de manière illégale, par tricherie, et qui s'y maintient par tricherie, malgré qu'il est incompétent, malgré qu'il est un grand voleur. Il a instauré une mafia au sommet de l'État, où il est en train de détourner tout l'argent qui est dans notre pays. Il exploite des minéraux de notre pays en contrebande et les exporte en contrebande. Tout ça au vie et aussi de tout le monde. Les gardes républicains qui sont censés assumer leur rôle régalien défini par les lois de la République servent aujourd'hui à rien. Aujourd'hui, le président est surveillé par des mercenaires. Voilà encore une partie de notre souveraineté qui est cédée. Pourquoi? Parce que le président préfère payer les mercenaires 15 000 $ par mois que de payer le soldat congolais 75 $ le mois. Vous imaginez?
Donc nous avons perdu la dignité. Aujourd'hui, on est en train d'exécuter les Koulouna. Mais attends, je vous explique une chose. Les parents qui ont donné naissance aux Koulouna, ce sont ces parents-là qui ne sont pas bien traités par Félix Tshisekedi. Ces parents-là sont des enseignants mal payés. Ces parents-là sont des militaires mal payés. Ces parents-là sont des fonctionnaires qui sont mal payés, dont l'argent est détourné par Félix Tshisekedi et toute sa bande de l'Union sacrée. Et après, ils vous disent que je vous ai mal payé, et parce que nous sommes en train d'assister au massacre organisé où les Koulouna sont jugés en flagrance et envoyés à Ngenga pour être exécutés. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que ces gens qui n'ont pas épuisé toutes les voies de recours qui leur sont conférées par la loi sont unilatéralement exécutés sur ordre de Félix Tshisekedi qui a décidé de se débarrasser des Congolais auxquels il a prouvé son irresponsabilité. Parce que ce qu'il faut comprendre ici c'est quoi? Les Koulouna que vous voyez, ce sont nos enfants, ce sont des enfants des fonctionnaires qui sont mal payés, ce sont les enfants des militaires dont l'argent qu'on doit payer les militaires est détourné, ce sont des enfants des enseignants dont l'argent qu'on devait payer les enseignants sont détournés par Félix Tshisekedi et son gouvernement. Alors, ces gens, ils se sont appropriés de tout. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons les pauvres et les enfants des pauvres qui deviennent des Koulouna. Et Félix Tshisekedi décide, malgré les responsabilités de son gouvernement et lui, les responsabilités de ne pas encadrer les Koulouna, de ne pas encadrer la jeunesse, de ne pas redistribuer les richesses nationales, les responsabilités de ne pas payer les fonctionnaires congolais un salaire convenable qui lui permet de vivre tout le mois, il décide unilatéralement de tuer tous ces Koulouna. Alors nous allons devenir juste une république où on va continuer à tuer des gens inutilement. Pourquoi je dis ça? Parce que les parents vont continuer à donner les enfants si le problème n'est pas résolu à la base. Donc certainement, on aura toujours des Koulouna. Rappelez-vous, à l'époque de Joseph Kabila, avec le général Kanyama, on avait eu ce qu'on a appelé l'opération Likofi. Comment ça a commencé? On a tué beaucoup de gens. Est-ce que ça a résolu le problème? Non, ça n'a pas résolu le problème. Donc ici, peuple congolais, c'est une conscience nationale qui doit agir en nous pour comprendre réellement que ces gens qui sont au sommet de l'État, ils ont trahi la République. Kabila le père, c'est celui qui s'était battu pour ne pas trahir la République. Et alors sa vision, pour bien comprendre cela, raison pour laquelle nous allons voir par la suite son documentaire pour comprendre un peu son parcours et jusqu'aux circonstances de sa mort, comprendre quels sont les enjeux du Congo. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons être préparés pour livrer de grandes batailles, pour la mise en place effective de l'état de droit dans notre pays, mais aussi l'appropriation effective de notre souveraineté, de notre indépendance qu'il faut garantir à tout moment, chers compatriotes. Quand vous regardez Félix Tshisekedi, les peuples souffrent, mais lui, avec l'Union sacrée, il mange. Kabouya, qui est devenu distributeur des armes, il fait le même travail que Nanga. Nanga tire les Congolais avec les armes, Kabouya donne les armes aux forces du progrès et aux combattants de l'UDPS pour défendre les partis. Mais Kabouya est libre. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie des immunités ethnico-tribales de Félix Tshisekedi. Chers compatriotes peuple congolais, pour cette journée du 16 janvier, c'est une journée, comme je dis, qui nous rappelle l'homme qui a donné une phrase « n'est pas trahi le Congo ». Nous allons regarder son documentaire pour la suite et avoir une pensée pièce pour cette journée que tout citoyen doit jouer un rôle crucial en ce moment précis où notre pays est en danger. Le premier danger, c'est lui qui préside les institutions du pays. C'est celui-là qui n'a plus qualité de continuer à exercer cette fonction de chef de l'État. Pourquoi? Mais parce qu'il a trahi son serment. Il a piétiné les lois de la République. Il a jeté la Constitution en pâture. Il est en rébellion avec la loi et les textes. Il est en rébellion avec le peuple. Il souffre de l'illégitimité. Il a gagné par tricherie. Il a nommé les députés. Et il continue tout ce qui est illégal au sommet de l'État, piétinant les valeurs de la République, dont la justice, la paix et le travail. Depuis qu'il est là, nous n'avons jamais eu la justice. Nous n'avons jamais eu de travail. Nous n'avons jamais eu la paix. Voilà pourquoi cela doit nous interpeller. Chacun parmi nous a joué son rôle. Celui qui est défini à l'article 104 alinéa 1 pour permettre le Congo à s'en sortir de cette situation. Merci. Suivons le documentaire et après, pour une pensée globale de cette journée du 16 janvier 2025 qui marque le 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila. Merci. À pied, c'est la gâchette qui a conduit à la mort de leur patron. On dit que les Kadogo croyaient que Kabila les avait trahis. Kabila croyait que les Kadogo, qui l'avaient servi loyalement depuis sa rébellion en 1997 contre Mobutu, étaient totalement loyaux. Il avait une croyance aveugle en ses enfants soldats. Cependant, il a surestimé leur loyauté. Certains des Kadogo qui avaient défilé pour soutenir Kabila en 1997 ne lui avaient jamais pardonné d'avoir tué leur ancien chef, Kissassi Ngwadou. Ainsi, le complot visant à tuer Kabila a commencé début janvier 2001, lorsqu'un groupe dissident de Kadogo s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo,
et rédigé un document énonçant l'opération Bongo Zéro. Bongo est un mot swahili pour buffle, une référence à la stature physique de Kabila. On dit que le plan était que les conspirateurs s'infiltrent dans des positions stratégiques à Kinshasa, la capitale de la RDC, y compris le palais présidentiel, la station de radio et de télévision nationale et le siège de la compagnie d'électricité du pays. L'ensemble du complot impliquait quelques gardes du corps de Kabila au palais présidentiel, dont beaucoup ont été arrêtés après le meurtre. La veille de l'assassinat de Kabila, il avait été témoin de l'exécution de 45 Kadogos, tous soupçonnés de comploter contre lui. Voici donc une version des événements qui se sont déroulés en cette nuit fatidique du 16 janvier 2001. On raconte que le jeune assassin de Kabila est entré dans le bureau du président, alors que Kabila discutait avec un conseiller à propos d'un sommet imminent avec la France, qu'il espérait être son salut politique. L'assassin s'est penché sur Kabila, supposant que l'adolescent voulait lui parler et a alors sorti un revolver et a tiré 4 fois sur le président, puis s'est échappé avec d'autres conspirateurs, pendant que le palais présidentiel résonnait de coups de feu. 2 jours plus tard, les responsables congolais ont annoncé la mort de Kabila. Son fils Joseph Kabila, alors âgé de 28 ans, est devenu le prochain président du pays. Après les événements de cette nuit fatidique, le 16 janvier 2001, un ancien collaborateur de feu le président congolais, Laurent Désiré Kabila, le colonel Idi Kampa, a été condamné à mort pour avoir tué le président. Un autre haut responsable et son garde-corps ont été impliqués dans le meurtre. Le colonel Idi Kampa était le bras droit de Laurent Désiré Kabila et le chef d'état-major de l'armée. Idi Kampa et Georges Leta ont été reconnus coupables d'avoir été le cerveau de l'assassinat ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du défunt président. 20 ans plus tard, en janvier 2021, les hommes reconnus coupables de l'assassinat de Laurent Kabila ont été graciés par l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cependant, la question de savoir qui était exactement derrière le meurtre de Kabila reste dans les annales de l'enquête.